Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 7 février 2023 et c'est l'épisode 308. La course commence aujourd'hui, c'est ce qu'a dit ce soir Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui a présenté la solution de moteur de recherche dite The New Bing, propulsée à l'intelligence artificielle, et elle pourrait peut-être être le marqueur d'un changement historique sur la manière dont on recherche sur Internet. On va aussi parler de plein d'autres sujets, les résultats d'Apple, de Meta, de Spotify. On parlera aussi un petit peu de jeux vidéo avec des sujets légers, entre guillemets. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je suis non pas cette fois-ci accompagné de Guillaume Poggiaspala, mais j'ai dû solliciter quelqu'un qui serait à même d'égaler son savoir et son expertise, et pour cela je peux évidemment faire une confiance aveugle au professionnalisme sans faille multi-podcastique de Cassim Ketfi, journaliste chez Frandroid. Salut Cassim, merci d'être présent. Salut, oui bien sûr, quelle incroyable présentation, je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus quoi dire. Ah écoute, le simple fait que tu sois là est suffisant je pense. Non, en l'absence de Guillaume, il nous faut quelqu'un qui raconte pas trop de bêtises quand même et qui arrive à compléter les sujets tels que je vais les amener. Écoute, ça pourrait être ma nouvelle bio sur Twitter, ne raconte pas trop de bêtises quand même. Remplace Guillaume Poggiaspala occasionnellement et ne dis pas trop de bêtises quand même, ça pourrait être pas mal. Écoute, c'est validé pour moi. En attendant, on va citer quelques confrères de podcasts, non pas confrères d'ailleurs, mais quelques soutiens de podcasts, et en particulier King Daka, Loïc, Jackpot44, Florian Schwartz, Steph500, Nolan, Jérôme Rato, Tomissus, qui ont décidé de soutenir Tech Café sur Patreon. Vous pouvez faire comme eux et bénéficier de Tech Café sans la pub avec un flux dédié qui vous permet d'ailleurs aussi d'accéder au chapitrage des épisodes et en ayant évidemment la satisfaction d'avoir soutenu le travail qui vous amène à disposition un regard sur l'actualité des nouvelles technologies un peu condensé chaque semaine. Si vous voulez passer à l'action, rendez-vous sur patreon.com/techcafé, le lien figure dans les notes de l'épisode ou sur techcafé.fr, et puis d'ailleurs vous pouvez faire peut-être même ça pendant que vous écoutez cet épisode, N'attendez pas, si vous écoutez Tech Café depuis quelques temps, vous êtes peut-être dans les transports en commun ou ça fait quelques temps maintenant, on a même la connexion internet, la 4G dans le métro, dans le bus, etc. Donc peut-être profitez-en pendant que vous écoutez pour vous inscrire. L'abonnement à Patreon est sans engagement et bien entendu, régulièrement, il y a des personnes qui souhaitent arrêter de nous soutenir parce qu'ils repriorisent leurs dépenses et on les comprend évidemment. On les remercie quand même d'avoir fait partie de l'aventure et de votre côté, gardez à l'esprit que si vous inscrivez, vous serez peut-être amené à remplacer les personnes qui ont préféré ne plus participer. Donc merci par avance de l'envisager, c'est sur patreon.com/techcafé. Un petit mot aussi dans les avis sur Apple Podcast et Podcast Addict, il y a Amaury69 qui a déposé un avis sur Apple Podcast. Un excellent podcast offrant une vision 360 degrés de l'ActuTech. Les deux Guillaume, alors sauf dans l'épisode 307 où c'est Cassim et Guillaume, nous informent avec enthousiasme, talent, pédagogie et humour. Plus important encore, il nous faut prendre du recul et garder un regard critique sur les révolutions technologiques vertigineuses en cours et à venir. Vous croyez pas si bien dire. Ils ont fait de moi un expérimentateur et un promoteur des myriages et autres visions irono-poétiques. Alors j'aime qu'ils reprennent au passage les petits commentaires et les petites terminologies qu'on invente dans Tech Café, qui m'ont fait plusieurs fois tomber les bras. Je donne une mention spéciale à l'épisode CES de ce début d'année particulièrement savoureux. C'est vrai qu'on avait été un peu acerbe quand même, on avait expliqué plein de choses autour du CES et on était très critique sur l'aspect environnemental qui n'était pas du tout présent. Cet avis est garanti 100% rédigé au clavier sans chat GPT car ce serait un affront à la qualité de leur travail. Je sais même pas, mais en tout cas merci beaucoup à Maurice69 d'avoir déposé ton avis. De votre côté, commentez également sur techcafé.fr, rendez-vous sur Discord où on a des recommandations de livres, des discussions autour de la mobilité aussi, on parle de plein d'autres choses que de la tech, c'est un espace d'échange très cool où on sera ravis de vous accueillir. On va sans autre forme de procès donc parler des infos autour des intelligences artificielles, mais en particulier sous l'angle des moteurs de recherche parce que on l'avait annoncé un petit peu, ça avait été annoncé à droite, à gauche et ça y est, là aujourd'hui 7 février, il y a peut-être le marqueur le plus fort qui est tombé. C'est une annonce de Microsoft qui injecte donc de l'intelligence artificielle et a priori une version avancée de GPT-3 dans Bing et même un petit peu dans Edge. Ça aussi, on va pouvoir en parler un petit peu puisque le navigateur est un petit peu pris à partie, avec donc une possibilité de faire de la recherche avec des requêtes, comme vous avez l'habitude d'interroger maintenant ChatGPT.
Donc il lance cette nouvelle version en même temps qu'une nouvelle version de Edge qui fonctionne dans évidemment plein de configurations différentes et il y a notamment le fait que ça vit en parallèle des résultats de recherche classiques comme vous pouvez l'avoir. Donc vous avez les résultats avec les liens vers les sites web, vers les photos, les résultats de niveau 1 comme on a l'habitude de les connaître maintenant dans les moteurs de recherche et il y a de la réponse de l'intelligence artificielle qui est derrière. Ils décrivent ce modèle comme étant... Alors, il a un petit nom qui est assez humble. Je trouve que c'est le modèle Prometheus, c'est tout en subtilité. Et donc évidemment, on peut interroger ce modèle pour alors soit avoir des éléments de contexte et des résumés par exemple, et on peut aussi évidemment lui faire les mêmes recherches. Les exemples sont nombreux, mais par exemple créer un itinéraire pour chaque jour d'un voyage à Mexico de 5 jours. Où on peut lui demander des recettes de cuisine, des conseils shopping pour des meubles sur Ikea. Bon voilà, c'est tous les exemples qui sont donnés. Et puis évidemment un truc qui est hyper important et qu'il faut évidemment souligner, c'est que The New Bing évidemment n'est pas limité comme ChatGPT à des informations qui seraient au plus récent à 2021, mais il va chercher de l'info dans les événements récents. A priori dans les démos qui ont été faites avec les équipes de The Verge en l'occurrence, il y a des exemples qui montrent que le moteur de recherche est même capable d'aller chercher, tiens-toi bien Inception, des réponses à des questions à propos de son propre lancement. Et il était capable de mettre en avant des publications qui ont été faites sur des sites de news durant la dernière heure, donc c'est évidemment assez bluffant. C'est donc une version avancée de 3.5 et ça vient en complément d'autres outils, notamment la possibilité de faire des résumés sur la base d'une page web. Donc si vous avez un document ou une page web, vous pouvez demander à la fonction chat de The New Bing de vous synthétiser tout ça. Et donc on sent qu'évidemment il va y avoir beaucoup d'autres usages qui vont être développés au fur et à mesure. Et c'est à mettre en parallèle cette info et cette annonce de ce qu'a présenté Google, ou plutôt de ce qu'a annoncé Google, sans le mettre à disposition de manière aussi bluffante. Et j'ai l'impression en tout cas que dans la guerre de la communication qui touche à l'intelligence artificielle dans les moteurs de recherche, c'est Microsoft qui marque un point parce que côté Google, on a beaucoup moins d'infos. On a un nom, Bard. Donc je vous laisserai faire tous les jeux de mots qui vont bien autour de Bard. Moi j'ai retenu ça va barder. Je trouvais ça sympa. Je m'étais dit Guillaume Poggiaspala aurait pu faire cette petite blagounette, mais qui va donc injecter dans ces résultats de recherche de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche de Google, c'est d'afficher avant tout, alors déjà les pensées mobiles, alors que du côté de Microsoft pour The New Bing, il y a une approche uniquement ordinateur de bureau qui est présentée, et l'approche mobile arrivera par la suite, mais c'est peut-être un détail, mais c'est un sujet qu'on va pouvoir aborder ensemble, Cassim. C'est notamment le fait que donc Google a présenté la partie mobile avec les résultats de l'intelligence artificielle, donc de Bard, qui arrivent en niveau 0 des résultats de recherche, donc qui arrivent juste avant les résultats de type actu, de type images et de type news, et évidemment ça pose des questions parce que quand on met en première information dans un moteur de recherche des informations qui sont générées par une intelligence artificielle, ça laisse peut-être un petit peu plus pantois quant à la qualité, la véracité de l'information et la fiabilité de ce qui est retransmis, là où je trouve l'approche de Microsoft est peut-être un peu plus intéressante, où on a quelque chose sur le côté qui est en parallèle des infos qui ressortent. Je vais un petit peu vite, mais j'avais besoin, je pense qu'on pose un petit peu les briques de ce sujet-là. Cassim, tu as suivi, tu m'as dit tout à l'heure d'un coin de l'œil, en tout cas, les annonces de Microsoft, et c'est un sujet que tu suis de manière récurrente de toute façon pour Android. Jusque-là, on disait, oui, ChatGPT, quand on l'a testé, on sent bien que ça pourrait concurrencer les moteurs de recherche, ça pourrait concurrencer Wikipédia. Patatras, on est le 7 février, on a The New Bing, alors qui est présenté comme étant disponible avec une file d'attente. Tout à l'heure, il n'y avait plus de file d'attente. Moi, j'ai plus rien là sur la version de Bing au moment où on enregistrait cet épisode. Je pense qu'il y a aussi la phase de mise en place qui est pas forcément, qui se fait pas forcément claquant des doigts. Mais ça y est, on est le 7 février. Probablement que les moteurs de recherche sont en train de changer de visage. Est-ce que tu penses que c'est pour le meilleur, le pire? Est-ce que c'est une étape incontournable? C'est incontournable, oui, c'est sûr. Il y a plein de choses. Enfin, c'est super intéressant parce que clairement, quand il y a
ChatGPT est sorti, comme tu l'as dit, on a pensé, oh là là, c'est la première fois en 20 ans qu'on avait l'impression de voir un avenir pour le moteur de recherche ou la recherche sur Internet. Et quelque chose de capable de remplacer Google. On n'a pas été les seuls à se le dire, je pense. Déjà, Microsoft, du coup, ils ont effectivement pris la balle au bon en vol, puisque ils étaient déjà investisseurs dans OpenAI, donc je pense qu'ils ont très très vite compris l'intérêt de la chose et ils se sont mis à travailler sur l'intégration de Bing au plus vite. Et du côté de Google, évidemment, pareil, on a déjà eu des échos dans les précédentes semaines que c'était un petit peu l'état d'urgence au sein de Google et que l'alerte rouge avait été sonnée parce que clairement Google est dans cette position du géant un peu lent et on le voit d'ailleurs avec ses annonces, je trouve, du géant qui est leader du marché, leader hégémonique du marché de la recherche partout dans le monde et qui du coup doit avancer beaucoup plus lentement et doit faire gaffe parce que quand même l'essentiel de ses revenus c'est encore aujourd'hui la publicité. Et du coup, changer la façon dont tu affiches les recherches, changer la capacité des gens à aller vers des liens externes sur des sites qui vont afficher de la pub de Google ou à cliquer sur des liens sponsorisés, pareil, qui rapportent du revenu à Google. Tout ça, ça doit être pesé, ça doit être réfléchi par Google parce que c'est leur grosse source de revenus. C'est exactement la même chose chez Apple, par exemple, quand ils doivent concevoir l'iPhone, c'est le produit sur lequel ils n'ont aucun droit de se planter. Donc, il faut faire très attention. Et alors que Microsoft, pour le coup, ils ont rien à perdre du côté de Bing à essayer d'innover, à essayer de casser le marché, à essayer de casser la position de Google, parce que de toute façon, c'est pas leur cœur de métier, Bing, et ça a jamais été une de leurs plus grosses sources de revenus, même si on le sait peu, mais Bing, quand même, ça rapporte de l'argent et sans avoir, sans casser des briques, ça vivote dans son coin et ça marche plutôt bien, notamment aux États-Unis. Et donc, je pense qu'ils en sont quand même relativement satisfaits, même s'ils aimeraient avoir beaucoup plus. Et donc là, ils ont clairement une opportunité de transformer le marché, ça c'est sûr. Et ce que tu disais sur l'affichage des résultats est assez intéressant parce que pour le coup, Google effectivement va dans quelque chose d'assez radical d'après ce qu'ils ont présenté là pour le moment. Et on sent que dans la présentation tu disais que c'était pas disponible, on sent qu'ils ont été un peu précipités par les rumeurs autour de Bing parce qu'on savait que Bing arrivait en février-mars, donc ça allait arriver là vraiment dans les jours à venir. Donc on sent que pour info, je sais plus si tu l'as rappelé, mais ils ont une conférence Google à Paris ce mercredi dédiée à l'intelligence artificielle qui était prévue depuis plus d'un mois et qui clairement allait pas mettre en avant quelque chose de comparable à ChatGPT et compagnie. C'était vraiment une évolution légère, probablement quelque chose comme la possibilité de rechercher du texte dans Google Lens. Donc, on était sur une conférence, somme toute timide, mais sur le thème de l'intelligence artificielle, avec probablement un accent plus important sur l'IA au niveau de la Google I.O. qui se passe au printemps, qui est leur grosse conférence. Mais je pense que Microsoft a complètement précipité leur calendrier et que c'est pour ça qu'ils ont pris la peine dès hier de annoncer Bard. Et donc je disais que du coup c'est intéressant parce que l'affichage de leurs résultats n'affiche quasiment plus de liens vers le web. En fait, on va dire les 2/3 de la page. Ouais, sur mobile, c'est frappant. Elles sont dédiées aux résultats de la question, à la réponse à la question qu'a posée l'utilisateur. Et il y a seulement on va dire un quart de l'écran en bas, un tiers de l'écran, un quart plutôt, vers le bas qui est divisé, qui sert à afficher des liens et on n'en voit que 2 dans les liens que propose Google. Là où Bing a fait le choix, même sans passer par le système de côté, si on parle que de l'interface principale du nouveau Bing, l'interface vraiment de chat type ChatGPT, ils font le choix d'avoir un gros paragraphe de réponse, mais dans le paragraphe de réponse, il y a des liens et des points sur les sources en fait pour citer, comme un peu comme une page Wikipédia, il y a les retours, les renvois aux liens et aux sources. Ce que Google ne présente pas du tout, et Google te présente la réponse comme si c'était Google qui l'avait générée, sans du tout te renvoyer vers les sources. Et donc se pose la question côté Google du revenu et de l'audience des sites web qui aujourd'hui ont misé sur l'indexation sur Google pour exister. Alors je rappellerai un dernier point quand même sur l'audience des sites web. C'est par exemple c'est le cas de Frandroid, très clairement. C'est qu'il y a deux choses. Il y a d'un côté l'actualité chaude, donc que les gens vont retrouver sur Google Actualité, sur leur téléphone. Directement, ça s'appelle Google Discover, ça va être présenté directement à l'utilisateur. Vous savez, en dessous de la barre de recherche sur votre mobile
ou dans l'onglet actualité, vous allez avoir les vignettes et c'est les articles les plus récents. Ça devrait pas trop changer, je pense, avec l'arrivée de l'IA, à mon avis. En revanche, ce qui va changer, c'est plutôt tout ce qui est article de fond ou article froid. Donc les trucs qui sont plus périns, qui sont plus long terme et qui sont par exemple les tutos ou les guides ou ce genre de choses, et qui aussi récoltaient une part non négligeable de l'audience. Et ça, pour le coup, c'est des trucs auxquels l'IA va être demain à même de pouvoir répondre directement, et donc va se poser la question de l'audience, de ce que va devenir cette audience-là, sachant que si l'IA est en capacité de répondre aux questions, c'est aussi parce que derrière, il y a eu des sites à un moment qui ont traité ces informations-là, qui ont traité ces nouveaux tutos, et les choses évoluent en permanence, il y a toujours des nouveaux tutos à écrire. Donc voilà, il va y avoir quelque chose à réinventer, et c'est pour ça que, comme tu le disais en introduction, oui, on est on est au devant d'un changement de paradigme comme on en a quand même rarement connu, quoi. Ouais, en fait, moi, ce que je retiens dans cette histoire, et je rebondis un petit peu sur ce que tu dis sur le modèle économique quelque part des sites internet et la valeur de l'information qui est diffusée sur internet. Et j'ai réalisé ça avec, tiens, c'est un bon journaliste aussi. Faudra que je te parle. C'est Manuel Castejon là qui bosse aussi a priori chez Frandroid décidément, mais qui a fait un petit thread il y a quelques heures où il disait, je suis pas ultra fan du tournant qui est en train de prendre la recherche sur le web, et puis il explique en gros sommairement ce que tu décris. Et je dois dire, moi, que quand je voyais ces annonces et les dessins que pouvaient représenter les moteurs de recherche avec de l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a quelque chose qui change. Mais honnêtement, j'avais pas vu au premier coup d'œil ce que ça pouvait engendrer sur la qualité des contenus publiés sur les sites web. Parce qu'effectivement, même, tiens, par exemple, des comparateurs sur des sites internet, on a de bonnes raisons de penser que c'est des contenus pas forcément chauds, qui sont pas très froids non plus, qui sont des contenus que j'ai tendance à qualifier de tièdes, mais qui sont issus d'un travail qui est fait par des sites web, plus ou moins de qualité selon les sites web évidemment. Mais là, on peut très très bien imaginer que ce type de contenu, il va être clairement mis au second plan par rapport à des résultats qui se veulent calculés ou interprétés par de l'intelligence artificielle. Si on suit l'effet domino qui s'ensuit derrière, on peut imaginer qu'il y aurait une baisse de revenus au global sur des sites internet. Je fais un dessin un peu simpliste de l'avenir de ce qui pourrait arriver, mais juste pour qu'on se pose les bonnes questions. On pourrait imaginer une baisse de revenus, une baisse d'activité de la part des producteurs de contenu, et du coup, in fine, d'avoir des résultats d'intelligence artificielle qui baissent un petit peu aussi sur les moteurs de recherche, parce qu'ils se basent malgré tout sur du contenu qui est diffusé. Bref, quelque chose qui va pas aller forcément s'améliorant bien loin de là. Et on l'a vu notamment avec la pandémie, mais même de manière générale, à quel point les moteurs de recherche sont une fenêtre d'information ou de désinformation possible. On a vu à quel point Google avait travaillé, tout est forcément imparfait, mais il y avait quand même beaucoup de mieux sur la qualité sur le plan médical, des résultats qui sont restitués par Google. Là, ça fait un petit peu froid dans le dos pour la tournure que ça apporte. J'ai tendance quand même à penser que, mais je me trompe peut-être, il y a quelque part un petit peu le garde-fou de la pub. Je sais pas si c'est valable ma réflexion jusqu'au bout. J'ai tendance à penser que s'il y a un trop grand appauvrissement de la valeur de contenu qui est apporté par les moteurs de recherche, ça les pénaliserait dans les revenus publicitaires. C'est peut-être un peu hâtif de conclure ça, et peut-être un peu imparfait aussi de mon côté, mais bon. Donc à suivre en tout cas cette bascule dans les moteurs de recherche et dans les contenus diffusés pour les sites web. Et puis on peut compléter en disant que Microsoft ne s'arrête pas aux moteurs de recherche. Ils alimentent aussi, ils l'ont annoncé un petit peu avant, des évolutions de GPT dans Teams notamment. Alors Teams, c'est cet outil de conversation et de réunion en ligne qui a eu ses heures de gloire avec la pandémie. Ils rappelaient qu'ils ont eu une augmentation du temps passé en semaine dans les réunions durant les 2 dernières années. Il y a une augmentation de 252% d'après ce qu'ils évaluent Microsoft. Je suis tout à fait disposé à les croire, et en tout cas Teams est devenu assez incontournable dans énormément d'entreprises, et donc il y a la fonctionnalité maintenant de récap intelligent, Intelligent Recap dans Teams Premium, donc un service qui va être amené par un abonnement payant de Teams à $10 par mois et par utilisateur, donc pour les entreprises, qui vous fait, vous avez manqué le meeting hebdomadaire, la réunion
réunion hebdo de l'équipe en visio sur Teams, vous avez le petit résumé qui rappelle que vous avez des choses à faire et c'est pas votre boss qui vous l'a dit, c'est l'intelligence artificielle, donc vous pouvez même pas vous plaindre. Il y a le chapitrage aussi des présentations qui se fait en automatique pour que vous puissiez retrouver les temps forts en automatique, donc sans qu'il y ait eu de chapitrage qui soit fait à la main. Et puis on peut même avoir maintenant dans Teams Premium au passage des modèles de réunion. Bon bref, ça avance en tout cas du côté de Microsoft. Ils vont l'implémenter probablement à toutes les sauces et donc on sent que voilà, il y aura probablement un avant et un après cette année 2022 comme on vous l'a dit depuis un moment maintenant, mais ça va se manifester probablement de manière très concrète avec les moteurs de recherche, avec les outils en entreprise. Et oui, si je peux ajouter juste Bien un sûr. complément, je crois qu'on a oublié un peu sur toute la rubrique IA, on va dire. Ouais. Sur le nouveau Bing là, dont on a beaucoup parlé, donc il est toujours alimenté par GPT. Je sais plus si on l'a rappelé, mais c'est donc une version avancée, disent-ils, de GPT. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Donc il y avait OpenAI quand même qui était sur place à la conférence de Microsoft et ils ont parlé d'une version avancée, d'une nouvelle génération de modèles sans vouloir la nommer. Donc on imagine quand même très fortement qu'il s'agit de GPT-4 qui serait la nouvelle version de leur modèle. Mais j'imagine que OpenAI se réserve l'annonce dans quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, visiblement quand même Bing utiliserait déjà ce système-là. Après, oui, clairement, Microsoft va le mettre à toutes les sauces. Je sais plus si on l'a dans nos notes, je ne le vois plus. Mais on sait que, a priori, Windows 12, donc la prochaine version de Windows, risquerait aussi de pas mal mettre en avant l'intelligence artificielle et un peu à toutes les sauces aussi. Après, moi, c'est limite déjà davantage ce qui m'intéresse, les intégrations de fonctionnalités comme dans Teams Premium, là, des petites aides au quotidien plus que qu'un éventuel remplaçant de Google, les petits éléments par exemple pour faire un résumé effectivement ou un transcript de ta réunion, pour faire ce genre d'éléments qui aujourd'hui sont pénibles en fait pour qui travaille en entreprise. Si demain on peut être assisté par des outils plus intelligents et plus forts, moi je suis pas contre. Par exemple, à titre personnel, je dois confesser que j'utilise beaucoup la génération de mots dans Gmail pour avancer dans mes réponses. Il me formule pas toute ma réponse, mais l'autocomplétion des phrases. Ouais, l'autocomplétion des phrases est très cool, notamment des noms quand tu dis bonjour et il met automatiquement la personne à qui tu es en train de répondre. C'est des petits trucs, mais c'est pratique quoi, au quotidien. Quoi. Je suis assez d'accord. Moi, c'est la raison pour laquelle, moi, à la base, qui aime bien les clients mail lourds, les apps à l'ancienne, j'ai complètement basculé dans l'interface Gmail parce que ça me manque terriblement. Tu as raison, quand on rédige des mails, de pas avoir ça, ça aide énormément, ça fait gagner du temps. De là à penser que l'être humain est de plus en plus productif, Cassim, et que il faudrait prendre ça en compte pour notre réforme des retraites. Enfin, il faudrait. Bon, bref. C'est un autre débat. Mais oui, tu as raison d'appuyer sur le fait que on ne sait pas si c'est un GPT-4. En tout cas, c'est une version évoluée. Il parle du modèle Prometheus. Du côté de chez Google, c'est basé sur Lambda, dont on avait déjà un petit peu parlé et qui avait été présenté il y a un moment. Mais effectivement, c'est probablement GPT-4, pardon. Oui. Et encore un dernier mot, pour être bien précis, sur Bing, il y a la question des publicités qui a été posée. Et c'est intéressant, ils ont répondu que pour l'instant, il n'y aurait pas de publicité. Pas du tout, en tout cas dans les réponses formulées par l'IA, c'est aussi un vrai sujet dans peut-être les nouveaux modèles de rémunération, l'idée que peut-être l'IA pourrait te répondre de façon intéressée. En tout cas, la question va se poser et ça va poser aussi des problèmes de vérification, d'éthique et de voir comment transparence. De transparence et des risques d'abus de position parfois par des marques. Si jamais on savait déjà, Google avait été par le passé attaqué sur des histoires de positionnement des réponses, des fois quand ils mettaient trop en avant leurs propres produits. Va se poser ce genre de questions quoi, pour les Quel est le meilleur smartphone du moment? En toute objectivité, je pense que le Samsung Galaxy S23 qui vous propose une évolution dans les capteurs photo et nanana est probablement le meilleur. Bon bref, on imagine bien effectivement en matière de transparence, il y a du boulot effectivement. On disait au passage, dernière petite conclusion, dans les derniers épisodes de Tech Café, on parlait de cette annonce du côté, de cette description du futur côté OpenAI où il disait que GPT-4 serait un modèle de langage qui serait peut-être moins bluffant que GPT-3.
parce que au premier abord, probablement qu'on n'aura pas autant l'effet waouh en différence avec GPT-3, et pourtant le modèle est bien plus évolué, mais vous aurez compris que ce sera bien plus bluffant, non pas dans un usage comparable à GPT-3, mais par le fait que ça va pouvoir s'intégrer à de la recherche, que ça va pouvoir s'intégrer à un Bing, que ça va pouvoir s'intégrer à des outils avec du contexte, intégrer des infos récentes, etc. C'est en ça, évidemment, que ce sera bluffant. On continue un petit peu à tirer notre fil rouge de Tech Café, parce que le fil rouge il est constitué évidemment d'intelligence artificielle, mais aussi forcément de Twitter. Alors ça va aller très très vite côté Twitter, on n'a pas énormément de choses qu'on va vous relayer. Juste pour dire que Twitter Blue arrive en France, c'est au moins un intérêt à avoir un Elon Musk qui veut absolument rentabiliser le service. C'est que des pays qui, je sais pas, d'après l'ancienne direction auraient très bien pu ne jamais arriver en France arrivent. Donc youpi, on est content. On a Twitter Blue qui est dispo en France à 9,60 € ou 2 € par mois selon si vous vous abonnez à la version mensuelle ou si vous vous abonnez à l'année comme à chaque fois. Alors il y a un petit souci d'ailleurs d'affichage puisque les prix indiqués sont hors taxe et évidemment en France on peut pas faire ça. Je doute pas que ce sera corrigé. Je me faisais quand même la réflexion en voyant ça arriver. Donc oui, ok, bon, pour cet abonnement on a la certification bleue, la vraie bonne certification bleue, pas celle qui fait que d'accord, c'est ancien et ça pourrait ne plus être notoire comme c'est indiqué maintenant sur les anciennes certifications. Mais après, en fait, c'est un peu tout parce que toutes les autres fonctions qui pourraient être théoriquement sympas sont pas encore disponibles. Franchement, je sais pas s'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui de mettre en avant un abonnement à Twitter Blue. On en parlait très très brièvement ensemble, Cassim. Franchement, bon, toi la question se pose pas parce que la certification visuelle au travers du badge bleu, elle est faite de par ton métier, je pense notamment. Oui, non, enfin, un peu, on est quand même jamais à l'abri qu'elle saute. Ils avaient dit que quand même les anciens, il y avait des chances que ceux qui ne payaient pas finissent par sauter, quoi. C'est vrai. Bon, c'est pas encore en place et on a de bonnes raisons aussi de se dire qu'effectivement ça pourrait arriver parce que ça leur ferait de l'argent en plus. Bah tiens, question. Demain, admettons ton badge héritage certification classique saute. Tu prends l'abonnement ou pas? Non, alors moi, en fait, s'ils pouvaient proposer un abonnement moins cher sans le badge bleu des fans de Elon Musk, honnêtement, je pourrais réfléchir, mais moi, ça fait partie des points négatifs de Twitter Blue, c'est que je veux pas de son badge, je veux pas le côté, vraiment, c'est le signe de reconnaissance entre fans de Elon Musk. Maintenant, ça c'est devenu un petit peu, cringe, voilà. C'est vrai que c'est je cherchais un meilleur terme pour éviter l'anglicisme, mais voilà. C'est un peu gênant. Et du coup, c'est quoi les fonctions qui, du coup, à part le badge bleu dont tu voudrais pas, qui te plairaient? Est-ce que, alors la possibilité de mettre un NFT en photo, non, pas du tout. Plus sérieusement, la modification et l'annulation l'édition de tweets, quoi, globalement. Ouais. Et les améliorations au niveau des vidéos. C'est les deux trucs qui me plairait et que j'étais prêt déjà à payer à l'époque parce qu'il faut se souvenir que Twitter Blue avait été lancé avant Elon Musk, oui. Mais sauf que ça coûtait 3-4 € par mois, quelque chose comme ça, dans l'idée. Enfin, c'était 3 à 4 $ puisque c'était lancé qu'aux États-Unis. Donc c'était très accessible et moi, du coup, payer avant que ça appartienne à Elon Musk, quand c'était un service professionnel tenu par des professionnels, l'idée de payer quelques euros par mois pour ce qui est mon outil de travail principal me dérangeait pas trop. Maintenant, ça me dérange un peu plus. Voilà. Ouais, je comprends. Et au passage, ça peut inspirer peut-être d'autres, parce que moi, je l'avais pas vu venir, mais il semblerait que Instagram, et ça a été identifié sur la base du code de l'application et d'un certain nombre d'éléments qui ont été étudiés vraiment sur l'application Instagram, c'est que il pourrait très bien il y avoir bientôt une vérification payante avec une marque bleue sur Instagram. Alors c'est probablement le pire qu'on pouvait imaginer, c'est que déjà l'orientation du badge bleu payant de manière complètement artificielle sur Twitter, c'était comme tu le dis cringe. Maintenant à souscrire, il y avait plein de sous-entendus bizarres à ce fonctionnement-là, mais le pire du pire, c'est probablement de s'imaginer que d'autres réseaux sociaux voudraient faire pareil. Je n'ai absolument aucun doute qu'ils le feront en plus, mais ça me réjouit pas forcément. Et puis on termine cette rubrique avec Twitter sous l'ère Elon Musk, juste pour dire que pour la petite anecdote, alors est-ce que c'est ce compte ou est-ce que c'est indirectement lié, j'en sais rien, mais en tout cas il y a le compte de Pépito le chat avec donc ce chat qui rentre et sort d'une chatière et
ça déclenche automatiquement un tweet qui aurait pu sauter de par les nouvelles conditions qui voulaient être mises en place par Elon Musk, c'est-à-dire en gros les accès aux API, aux manières de programmer l'envoi et la réception de tweets avec des interfaces programmées, aurait pu devenir payante. Donc pour Pepito the Cat, ça l'aurait amené potentiellement à ne plus exister parce qu'il est très peu probable que ce particulier un peu étrange, on doit le dire, qui diffuse ces tweets-là aurait été à payer, et Elon Musk aurait, après un silence, je crois que c'était après 2 jours, repris la parole en répondant à Pepito the Cat et en disant I guess, j'imagine qu'on pourrait donner des accès vérifiés à des utilisateurs gratuitement pour les API pour des besoins comme celui-là. Donc est-ce que les chats ont une fois de plus fait plier l'hégémonie capitalistique d'Elon Musk par rapport à Twitter, ou est-ce que juste il réfléchit de temps en temps? J'en sais rien. Mais bon. Non, mais par contre, ce qui était lunaire, c'est la deuxième réponse de Elon Musk. Alors déjà, j'adore Pepito the Cat, vraiment quel compte Twitter incroyable. Et la deuxième réponse d'Elon Musk était assez lunaire, où il explique en gros que par rapport au retour qu'il a eu, justement, le feedback, donc il y aura effectivement, c'est là où il annonce que Twitter va mettre en place cette petite API gratuite pour les bots, comme Pepito, où il explique en fait qu'ils vont le mettre en place pour les bots qui produisent du bon contenu qui est gratuit. C'est vraiment c'est vrai que ce compte travaillait pour nous gratuitement. Ce serait dommage de lui couper l'accès en fait, parce que ça nous fait du revenu sur Twitter. C'est quand même dingue ces réactions, vraiment au fil du temps. On le voit à chaque fois prendre la parole. On se dit, mais ce monsieur est-il vraiment pleinement en possession de ses moyens? Vraiment, je trouve ça vraiment absolument cynique de dire que c'est du contenu gratuit. C'est vraiment, on le paye en passion. On le paye en amour et en reconnaissance. Pauvre Pepito. Alors, Pepito, au passage, si vous n'avez pas suivi ces derniers émules, il a besoin de petits supports pour l'aider à rentrer parce qu'il vieillit quand même. Il a 15 ans, ce chat. Ça nous permet de clore un petit peu cette rubrique fil rouge, mais on a une autre rubrique où on va parler d'argent et d'orientation de services. On va probablement aller un petit peu plus vite que sur nos sujets autour de l'intelligence artificielle. On va commencer par des résultats d'Apple qui sont bons, qui sont plutôt bons. Ils sont pas aussi ouf qu'ils auraient pu l'être. Ils ont été notamment plombés par la disponibilité de l'iPhone 14 Pro, tenez-vous bien, qui n'était pas suffisamment disponible, et du coup ça fait baisser évidemment le chiffre d'affaires de quelques pourcents d'une année sur l'autre. Donc voilà, c'est un point à garder en tête, c'est qu'ils sont hyper encore dépendants. Avait-on encore besoin de preuves de la commercialisation des iPhones? Et évidemment, les difficultés de production ont mis un petit peu à mal leurs revenus et leur possibilité de générer des revenus avec les ventes. Les Mac et les accessoires rapportent un peu moins, mais d'un autre côté, les iPads et les services compensent, et c'est là où on voit que les orientations justement autour de la mise à disposition de services du côté d'Apple qu'on voit depuis quelques années portent leurs fruits, puisque je crois que c'est la deuxième source de revenus maintenant derrière les iPhones, parce que en fait il y a quelques années on n'aurait peut-être pas pu s'imaginer. Et donc c'est bien, ça avance dans le bon sens pour les services d'Apple. Côté Pixel aussi, pendant qu'on est sur les smartphones emblématiques, c'est aussi une année a priori record dans la vente de la gamme de Pixel. A priori c'est leur même meilleure année, tant mieux là aussi, parce qu'a priori ça commence à ancrer les esprits autour des Pixels, qui sont, même s'il y a eu des générations qui pouvaient laisser craindre que ce soit pas un souhait dans le futur, mais qui confirment vraiment que c'est des smartphones avec des très bonnes qualités, des très bonnes évidemment performances photo, c'est légendaire, mais aussi un rapport qualité-prix plutôt sympa. Donc tant mieux, ils se portent bien. Et puis on parle des iPhones et des smartphones Android. Il y a un sujet qui se recoupe au travers de plusieurs développeurs, notamment côté Chrome, Google pour Chrome, du côté de Firefox également. De navigateur pour l'iPhone, qui serait développé avec d'autres moteurs que WebKit.
Il faut rappeler que Apple oblige, quand on lance un navigateur comme Chrome par exemple sur iOS, on doit absolument le faire tourner avec WebKit, qui est le moteur du navigateur Safari et qui n'est pas le même moteur que par exemple le Chrome que vous avez sur votre ordinateur. Ça, c'est une limitation qu'il y a depuis longtemps. Évidemment, Apple met en avant le fait que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas se permettre de mettre à disposition des navigateurs avec d'autres moteurs parce que on perd le contrôle, messieurs, dames. Vous comprenez bien que c'est pas possible. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des initiatives de ce type d'entreprise qui développent des navigateurs iOS qui seraient pas basés sur WebKit. Alors allez-vous me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? On a de bonnes raisons de penser que Apple va peut-être se prendre des directives législatives, probablement portées par l'Union européenne, probablement portées par d'autres instances, et que ceux qui proposent des navigateurs de référence comme Google pour Chrome ou Mozilla pour Firefox anticipent cette possibilité de changement. Alors ça veut pas dire que c'est avéré, ça veut pas dire que ça va arriver. Je recoupe ça aussi avec les annonces qu'on avait eues de Tim Sweeney qui disait que 2023 c'était l'année du retour de Fortnite sur l'iPhone. J'ai l'impression quand même qu'Apple va être en marche forcée à l'ouverture, et en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de sociétés qui veulent en profiter si jamais ça arrive et se préparer. C'est un bon point, Cassim, je pense que c'était toi aussi qui critiquais quand même justement ce fonctionnement des navigateurs sur iOS. C'est une des manifestations contrôle fric d'Apple qui fait qu'il y a quand même parfois un manque de possibilités d'innovation, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je suis assez opposé à la façon dont Apple contrôle autant son écosystème et par rapport à la place qu'il a sur le marché et l'importance qu'il a. Et bon, pour moi, clairement, je suis plutôt dans le camp de Spotify, d'Epic, de Xbox, etc., quand ils sont un peu chafouins vis-à-vis de l'App Store et de son règlement. Et donc, déjà, oui, je suis plutôt pour une ouverture des navigateurs. Je voulais rappeler un autre élément, c'est l'article de Bloomberg qui doit dater d'il y a quelques mois maintenant, mais qui, en gros, estimait, écrit par Mark Gurman, toujours, et qui expliquait que probablement que la prochaine version d'iOS, qui sortirait donc en septembre 2023, a priori, en Europe, aurait justement l'ouverture du navigateur aux moteurs alternatifs, donc pour Chrome et Firefox notamment, et l'ouverture de l'App Store à la possibilité de télécharger des applications sur le côté, et notamment, on imagine, l'Epic Game Store et Fortnite. Donc ça arriverait et ce serait exclusif à l'iPhone européen. Dans un premier temps, en tout cas, tant que Apple serait pas forcé à faire à bouger dans d'autres régions, il réserverait une version d'iOS spéciale pour l'Europe. Donc on verra ce que ça donne, justement. On verra si à quel point l'Union européenne peut avancer et si tout ça se concrétise. Je me demande dans quelle mesure les Américains vont pas du coup être jaloux, de notre iPhone bien européen. Moi, en tout cas, ça fait partie des trucs sur lesquels je suis bien content que l'Union européenne. Je trouve que l'Union européenne, en tout cas, fait des bonnes décisions pro consommateurs. Je sais que c'est pas forcément toujours populaire. Les trucs comme le RGPD, etc. C'est pas forcément des trucs que les gens adorent, le fait de devoir cliquer sur les cookies à chaque fois qu'on rentre sur un site. Moi, je suis plutôt favorable d'une manière générale à ce que fait l'Union européenne. Pareil pour le chargeur USB-C obligatoire. Et un dernier point pour dire que il y a pas que l'Union européenne, il y a le Royaume-Uni aussi qui est en train de serrer la vis, notamment du côté des solutions de cloud gaming, puisque si vous vous rappelez, l'iPhone et l'iPad n'autorisent pas d'application de cloud gaming sur leur store. Là encore, Apple a inventé 1001 raisons pour empêcher la concurrence d'arriver. Et donc les concurrents, notamment le Xbox Cloud Gaming et GeForce Now, sont obligés de proposer une web app que personne n'utilise et qui est pas très pratique à utiliser. C'est clair. Plutôt qu'une application native. Le Royaume-Uni a via la CMA dont on parlera plus après pour un autre sujet, donc l'autorité pour la protection de la consommation, des consommateurs, et la protection de la concurrence, a commencé à serrer la vis vis-à-vis d'Apple. Apple a répondu là dans la semaine en disant qu'ils n'étaient pas contents du tout et qu'il fallait protéger en gros iOS des attaques mal comprises des législateurs. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, il n'y a pas que l'Europe pour le coup. Même si la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe au sens large. L'Europe géographique, en tout cas. Mais voilà, il y a d'autres régions, d'autres territoires qui sont aussi économiquement quand même assez importants, qui sont en train de peser un peu dans ces décisions. Et puis on sait que les États-Unis regardent quand même d'un mauvais œil aussi les géants de la tech, quoi.
On le disait d'ailleurs, je crois, dans l'épisode de la semaine dernière. D'ailleurs, on disait que de toute façon, l'orientation de la régulation de l'Europe séduit. Effectivement, je pense que t'es pas le seul à être satisfait. Et clairement, demain, je me mets à la place des États-Unis. Si il y a un iOS 17 qui dit, et spécialement pour l'Europe, la possibilité d'installer des applications tierces indépendamment de l'App Store, la possibilité d'installer un navigateur qui n'est pas WebKit, je suis à peu près sûr que les régulateurs aux États-Unis l'année suivante disent mais nous aussi on veut un truc comme ça, nous aussi. Ce serait de bonne guerre. Tu sais que je me faisais la réflexion au passage, une manifestation absolument honteuse. J'étais abonné il y a encore pas très longtemps à Apple Music. Et notamment pour des raisons budgétaires, je suis désormais abonné à Spotify. J'ai repris que mon compte Spotify et j'ai hérité d'un HomePod mini que j'avais eu la joie d'avoir. Ce truc est devenu, alors pas inutile, mais si je lui demande de jouer de la musique sur Spotify, il comprend pas, il sait pas faire. C'est honteux, mais c'est tellement honteux d'avoir un produit qui limite de cette manière-là à tes services, parce que c'est pas les services de la marque. En fait, voilà, je n'apprends rien, hein, je le savais, mais quand tu le vis, ça fait mal quand même de se retrouver avec un produit qui ne sert plus à rien. Bon. Et oui, je sais, le HomePod mini fait plein d'autres choses que de jouer de la musique, mais quand même. Non, mais tu l'as dit, hein, c'est honteux. C'est honteux, franchement. Et encore, nous, on est à peu près éclairés, on le fait en connaissance de cause, on peut s'en valoir qu'à nous-mêmes de faire des acquisitions de ce type-là et de constater ça. Mais il y a tellement de personnes qui sont pas sensibles. Combien il y a de personnes plus seniors ou tout simplement moins intéressées par la tech, mais qui veulent juste profiter de la musique sur une enceinte connectée. Ils s'achètent un HomePod mini parce que Apple, quoi, parce que qualité de son, tout ça. Et ils ont un compte Spotify, ils peuvent pas vraiment s'en servir, c'est naze. On enchaîne rapidement aussi avec des résultats de Meta, alors qu'il recueille les satisfactions de la bourse. Il y a son action qui a bondi suite à l'annonce des résultats. Mais en fait, son chiffre d'affaires est pas ouf, mais il est quand même moins pas ouf que ce qu'on craignait. Et donc, du coup, ça a fait plaisir à la bourse et ça a surpris en bien les observateurs parce que c'était moins mauvais que prévu. Je suis pas sûr que ce soit très très durable dans le temps cette histoire, mais pourquoi pas. On parlait de musique et on parlait de Spotify. Eux aussi, ils ont évidemment annoncé leurs résultats. Ils ont un nombre d'utilisateurs en hausse en 2022, donc c'est cool, ça progresse. Par contre, des pertes assez pharaoniques en hausse de plus de 1260% l'année dernière. La faute à beaucoup d'investissements. Ils ont notamment, vous le savez maintenant, vachement investi dans les podcasts, dans les livres audio, mais ils se sont estimés, selon Daniel Ek, trop ambitieux en investissant plus vite que leur croissance de chiffre d'affaires. Et donc, évidemment, en 2023, n'espérez pas que beaucoup de podcasts ou de livres audio soient exclusifs à Spotify. Je doute que ce soit une stratégie payante qui se vérifie dans le temps. Et alors, autre chose au sujet des situations, revenus d'entreprises et des plateformes qui diffusent des contenus en streaming. Écoute, j'étais sur le cul de voir que Disney+ pourrait à terme, bon, c'est pas demain, hein, c'est pas en 2023, c'est peut-être pas aussi soudainement que ça, mais pourrait disparaître. Alors j'ai vraiment été à la rue, je me suis rendu compte en m'actualisant sur Disney parce que j'ai découvert, vraiment je l'avais complètement raté, mais que Bob Iger qui était le CEO de Disney, qui était parti et qui avait été remplacé, est revenu depuis novembre 2022. Franchement, je l'avais absolument pas relevé. J'avais relevé qu'il était parti en 2020, mais je savais pas qu'il était revenu. Et alors là, il serait question d'avoir un peu un retour en arrière avec une mise à disposition des films et des séries qui pourraient sortir plutôt au cinéma et ne plus être diffusé que sur Disney+. Alors là, je t'avoue que j'étais pas prêt à suivre ce changement si jamais il intervient. Moi, j'étais parti encore sur une lancée autour de la guerre des plateformes. Ça montre à quel point, quand on regarde Spotify avec les résultats assez mitigés des exclusivités, notamment en podcast, et de ces infos de Disney+, plutôt de ces rumeurs et de ces orientations qu'il pourrait y avoir autour de Disney+, à quel point vraiment la stratégie de l'exclusivité sur la diffusion de contenu dans les plateformes, c'est pas du tout avéré payante. Grosse marche arrière sur ces sujets-là, Cassim. Est-ce que tu penses que c'est probable que Disney+, j'en sais rien, disparaisse d'ici 2024 et que y a eu tout ça pour ça, quoi? Ouais, disparaître, j'y crois quand même pas trop parce que ça me paraît très fort, ne serait-ce que pour le back catalogue, ça me paraîtrait un peu trop fort que ça disparaisse. En revanche, il y a tellement d'abonnés en plus. En revanche, c'est clairement, si ça devait se vérifier, c'est que ce serait clairement un retour en arrière sur la stratégie. Et on sent quand même que
l'effervescence des années qui avait été quand même pas mal poussée aussi par le Covid, l'effervescence autour de la guerre du contenu qui a eu lieu ces dernières années, c'est vachement calmé. On a vu les mauvais résultats de Netflix pendant plusieurs années, même si après ils ont réussi à remonter un peu la pente. On a vu ce genre des indicateurs les uns après les autres de en fait même les géants ils y arrivent pas trop, et je prends même le contenu au sens large parce que je pense aussi aux jeux vidéo qui vit pas forcément les meilleures années de sa vie là récemment. Au niveau de la santé financière, quoi, en tout cas. Ouais, oui, ouais. Et des vagues de licenciements, Donc j'ai l'impression, en fait, ce que ça traduit pour moi, c'est avant tout que les investisseurs maintenant commencent à se détourner le regard vers d'autres choses comme l'intelligence artificielle, justement, on en parlait en début d'émission. Et du coup, il y a là où il y a un an, jour pour jour, c'était la guerre au rachat, notamment dans le jeu vidéo. Et il fallait se positionner, il fallait racheter du contenu et racheter des licences pour être prêt pour le futur, pour pouvoir produire justement de la série télé, du film, du jeu vidéo autour des licences qui t'appartiennent. Là, on fait un peu en arrière sur cette lubie, en fait, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Bon, oui, il est peu probable, comme tu dis, que Disney Plus disparaisse, mais oui. Ça laisse quand même rêveur. Et après tout, c'est bien de savoir être souple et de pas s'entêter dans une stratégie si elle s'avère pas payante. Je pense aussi que les conditions économiques et effectivement le post-pandémie, le post-Covid amènent peut-être à se poser des questions et à réagir peut-être plus vite. Ça, mis en parallèle de tous les licenciements, ça fait bizarre, mais bon. Et puis, alors justement, on parle de licenciement, conditions salariales, etc. Juste un petit mot, même s'il y a évidemment rien d'acté et rien de définitif, et que il y a tout un parcours législatif qui va continuer à avoir lieu, mais le Parlement européen s'est prononcé au sujet des emplois de type livreur, Uber Eats, Deliveroo, etc., les chauffeurs VTC. Donc, ils se sont prononcés en faveur de la présomption de salariat. Alors là, j'imagine aussi que les entreprises comme Uber, etc., doivent un petit peu trembler, parce que si ça arrivait au bout de la démarche législative, ce qui est loin d'être juste une hypothèse, mais qui est fort probable, ça pourrait pas mal changer la donne, je pense. Je pense même quelque part, il y a un certain nombre de ces sociétés qui pourraient être carrément remises en question sur le long terme. Là aussi, c'est la continuité de nos échanges, parce que c'est quand même assez fort du côté du Parlement européen d'avoir ce type de prise de position. Encore une fois, ça veut pas dire que demain, là, les pays vont devoir mettre en application des déclinaisons de lois et de conditions légales qui sont en adéquation avec la présomption de salariat. Mais enfin, c'est une étape législative qui est pas neutre du tout. Donc il y a des discussions qui vont avoir lieu, notamment avec le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne à partir du début de l'été, qui devrait déboucher après peut-être sur une directive, et là ça amène à avoir des lois dans les pays membres qui seraient transposées sur la base de cette directive dans les 2 ans qui suivent. Donc vous voyez, on est encore sur des échéances un peu longues, mais intéressant de voir que ça va dans le sens des salariés. Je sais pas si ça t'inspire une réaction, Cassim, d'une manière ou d'une autre, ce truc-là. Je pense que tu as tout dit, que c'est un sujet récurrent et qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais oui, comme tu dis, c'est pas encore tout à fait pour maintenant, du coup, mais au moins ça avance, et tant mieux que c'est tant mieux. Voilà. C'est un bon point. On les encourage évidemment, parce que bon, on en a déjà parlé, on va pas refaire l'histoire. Et un tout dernier point au sujet de Samsung, parce que alors on va pas relayer l'Unpacked avec le S23 qui a été annoncé. Il y a des sites qui vous font ça très très bien, et puis on a abandonné maintenant dans les podcasts d'essayer de rendre intéressant ces sujets quand on a que de la voix pour les retranscrire. Et je pense que les gens maintenant sont habitués au fait que chaque appareil qui sort d'une année sur l'autre est une itération qui est mieux que la précédente, grosso modo, mais quand même. Alors, vas-y. Je pense que t'es tout légitime pour nuancer ça quand même, mais après on va parler de la réalité virtuelle. On vient de sortir notre test sur la chaîne YouTube de Frandroid, donc j'en profite pour faire la pub. En plus, je peux le faire d'autant plus librement que ce n'est pas moi qui l'ai testé, donc comme ça, c'est pas de la pub pour moi, c'est la pub pour les amis collègues, qui l'ont testé. C'est Titouan chez nous qui a testé le Galaxy S23 Ultra, et tout ça pour dire que on est très très bluffé par le gap qu'a proposé Samsung sur cette génération. C'est pas une simple nouvelle itération pour le coup. Il y a le petit gap qu'on pouvait attendre.
Alors évidemment, c'est pas le smartphone qui va tout révolutionner, mais notamment le Galaxy S23 Ultra qui coûte très cher et qui va être positionné en face de l'iPhone 14 Ultra, de l'iPhone 14 Pro Max, pardon, Ouais. je vais y arriver, qui est donc vendu dans les 1400 €. Donc clairement, c'est très cher. Mais comme le dit Titouan, déjà c'est un achat plaisir clairement quand on est dans cette gamme de prix, et surtout c'est un achat qui, pour une fois, peut se justifier beaucoup plus que l'année dernière, par exemple. Puisque là, on a vraiment une batterie qui va tenir plusieurs jours, de la recharge très rapide, des performances photo vraiment améliorées, avec notamment un zoom qui est vraiment utile pour une fois, et surtout la puce, le Snapdragon 8 Gen 2 qui est un vrai gap. Alors nous, on l'a observé dans plusieurs téléphones qu'on a pu tester avec cette nouvelle puce. Il y a un avant et un après pour ce changement de génération, d'autant que son équivalent de l'année dernière avait plutôt déçu parce qu'il y avait des problèmes de chauffe, il y avait des problèmes de finition, il y a des jeux qui plantaient au lancement et tout ça. Bref, on n'est pas du tout sur ces problématiques-là. On a vraiment une puce qui est à la fois très performante, qui chauffe très peu et qui consomme très peu et qui permet d'avoir des téléphones avec beaucoup d'autonomie. Donc tout ça mélangé, ça fait un gros gap, d'autant que, pour rappel, c'est la première fois chez nous en Europe que Samsung va s'équiper chez Qualcomm pour ce qui est de la puce du téléphone. Et c'est pas un Exynos. Et pas un Exynos, exactement. Et ça fait toute la différence, et ça fait un plus gros gap que ce qu'on aurait peut-être pu attendre. On est au-delà de l'itération, on est un peu, voilà. Après, je veux pas survendre le téléphone non plus. Si vous avez un téléphone qui date d'il y a moins de 2 ans, c'est pas non plus la peine de se précipiter. Mais vraiment, là, Samsung a réussi à. Enfin, on n'a pas trouvé. En fait, Titouan l'explique dans la vidéo. Je ne fais que le paraphraser. On a bien du mal à trouver des défauts, hormis le prix, quoi. Finalement, on a bien du mal à trouver des défauts à ce téléphone. C'est un peu la quintessence de ce qu'on peut proposer sur Android, d'autant que, et c'est un truc peut-être qu'on rappelle pas assez souvent, Samsung est devenu leader quand il s'agit du suivi des mises à jour sur Android. Ils font même mieux que Google, puisqu'ils promettent, alors j'ai peur de dire une bêtise, mais ils promettent de mémoire 4 ans de mise à jour de fonctionnalités, donc les mises à jour majeures, et 5 ans de mise à jour de sécurité. Les mauvaises langues diront qu'elles sont déjà livrées dans l'OS vu la taille qu'il prend. Ils ont pris de l'avance sur les futures livraisons. Je serais vraiment mauvaise langue. Mais non, évidemment, il y a forcément des évolutions qui sont plus notables. C'est juste à une échelle un peu plus large. Dans l'histoire des smartphones, ça devient compliqué. Oui, Il fut un temps dans Tech Café, on avait la sortie bien sûr. des derniers smartphones qui étaient relayés. C'est vrai qu'on le fait plus maintenant. Mais c'est intéressant quand même que tu puisses compléter ça parce qu'on n'aurait pas souligné l'évolution que représente cette nouvelle génération. Donc, si jamais vous attendiez peut-être un prétexte pour changer votre plus ancienne Android et que vous avez envie d'avoir une petite Rolls et vous faire plaisir avec de la qualité au top, c'est peut-être une bonne solution. Mais donc, effectivement, c'était la conférence qui annonçait ces produits-là, et il y a eu à la fin de cette conférence une petite surprise, un one more thing quelque part. C'est l'annonce de la préparation de Samsung, mais pas que, aux futures expériences de réalité étendue, donc réalité virtuelle et réalité mixte. Et c'est un partenariat, en tout cas cette préparation a se fait en partenariat avec Google, on est habitué, et Qualcomm, et c'est hyper intéressant de voir que peut-être en face des prévisions et des projets de la part d'Apple d'avoir un casque costaud de réalité mixte, il se pourrait peut-être qu'il y ait là aussi un concurrent. J'ai l'impression que l'histoire pourrait se répéter avec une solution, avec un système d'exploitation propulsé par Google qui serait plus ouvert qu'un iOS de réalité virtuelle, une solution Qualcomm, et on voit que donc Qualcomm est présent avec ses Snapdragon dans les smartphones maintenant, comme tu le dis, partout dans le monde, et pourrait propulser avec des puces ce type de casque, et que Samsung fabriquerait le matériel. Là aussi, une espèce d'alliance pour contrer la proposition d'Apple très propriétaire. Voilà, c'était pas forcément attendu, on l'avait pas vu venir, et donc c'est intéressant de le voir. Clairement, on parlait de la guerre qui s'annonce dans la recherche avec l'intelligence artificielle. Il y aura aussi tôt ou tard cette espèce de guerre autour des casques de réalité virtuelle.
Oui, et moi je suis impatient de voir un peu justement ce que chacun va pouvoir proposer en termes d'interface, de fonctionnalités, etc. Donc Meta était un peu tout seul sur ce marché. C'est vrai. Donc là, je suis impatient. Avec des usages qui nous convaincront peut-être, mais en tout cas, du côté de l'usage phare de ces casques, c'est probablement les jeux vidéo, et ça tombe bien, on va terminer cet épisode, Cassim, en parlant un petit peu de jeux vidéo, et forcément, on parle de réalité virtuelle, on se doit de relayer cette annonce qui a été faite par Mark Zuckerberg à l'occasion justement de la communication autour des investisseurs, et qui dit que plus tard cette année, donc en 2023, ils vont lancer leur prochain casque qui aura une fonctionnalité de réalité mixte, donc réalité virtuelle, réalité augmentée. Ce serait un Quest 3, donc on rappelle, a priori dans une gamme de prix qui vont, on va dire, grosso modo de 300 à 600 $, mais qui aurait de la réalité augmentée en couleur, là où aujourd'hui et on n'a que de la réalité augmentée en noir et blanc, modulo évidemment le Quest Pro pour certains plus fortunés et plus chanceux d'entre nous. Donc alors, ça c'est un point plutôt cool. Oui, juste pour préciser que chez HTC et chez Pico, on a déjà de la réalité mixte en couleur aussi, mais que du coup, alors chez HTC c'est aussi cher que le Quest Pro, donc on le met de côté, voilà, c'est le très haut de gamme Pro. Chez Pico, par contre, c'est plus accessible, mais il y a une caméra couleur déjà qui est très cool. Seulement, il y a pas tant les usages réalité mixte. Il y a surtout la possibilité de mieux comprendre son environnement quand on sort de l'environnement virtuel, sans retirer le casque. Mais il y a pas vraiment les usages encore de Meta, donc on est sur un demi-pas, on va dire. Mm-hmm. Mais ce que je voulais dire, c'était que du coup, Meta est en train de vraiment prendre du retard pour le coup sur leurs concurrents, sur cette gamme de prix très accessible. Donc il est temps que le Quest 3 arrive, parce que le Quest 2 en plus commence à se faire vieux. Donc c'est vrai, c'est vrai. Effectivement, bon, on attend en tout cas cette nouvelle version qui pourra être peut-être assez cool. Un petit mot autour de la PlayStation 5. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la PlayStation 5 ? Alors non pas pour dire qu'elle est dispo maintenant beaucoup plus librement, même si oui c'est vrai, mais simplement parce qu'il y a une mise à jour qui est assez cool, et tu pourras peut-être en toucher un mot de manière plus complète que moi. Mais on a notamment une amélioration au niveau du virtual refresh rate qui peut passer au 1440p, et aussi et surtout peut-être plus concret pour des usages du grand public, l'arrivée de Discord, et ça c'est un point qui peut être assez cool. Ça veut dire que demain, si vous faites des jeux vidéo avec des copains qui sont aussi sur PC, vous allez pouvoir échanger avec eux et discuter avec le chat vocal de Discord, qui est quand même bien installé dans le monde du gaming. La question qui est posée en plus en titre 2 dans l'article de la page Frandroid: Sony vise-t-il les joueurs PC ? Je pense qu'évidemment il y a une orientation. Ça me semble difficile avec cette mise à jour de convaincre des aficionados du jeu sur PC de s'équiper d'une PlayStation 5, mais en tout cas c'est un point plutôt cool, non, Cassim ? Oui, c'est alors c'était déjà des fois des nouveautés qui étaient dans le cas de Discord par exemple qui étaient proposées sur Xbox, mais là c'est bien que ça se généralise, et c'est vraiment très très utile parce que ça permet de suivre une conversation, notamment sur les jeux qui sont disponibles sur plusieurs plateformes. Donc si vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo à la fois compatible PlayStation, Xbox et PC, il n'y avait pas de système de chat vocal commun puisque chacun est dans son écosystème. Mais grâce à Discord, justement, vous allez pouvoir vous réunir et pouvoir chatter en commun. Donc vraiment cool. Et il y a plein de petites fonctionnalités. Pour l'instant, c'est une bêta, mais ça devrait arriver dans les semaines à venir parce que une partie des nouveautés se concentre sur le PSVR 2, dont on attend la sortie pour les semaines à venir. Donc clairement, tout ça est préparé pour être synchronisé. Et une petite dernière nouveauté quand même qui va, si vous avez une PS5 chez vous, je sais que ça va vous toucher, alors je le dis. Cette mise à jour introduit le fait de pouvoir mettre à jour la manette sans la connecter en USB. C'est vrai que c'est insupportable de ressortir un câble USB pour mettre à jour une manette DualSense. D'autant plus que parfois les mises à jour sur les manettes, on a quand même aussi du mal à voir les évolutions. Donc il y a le côté j'ai la flemme et je la ferai plus tard, avec le message qui revient au début à chaque fois. Donc effectivement, la mise à jour sans le câble, c'est cool. Pendant qu'on parle des PlayStation, la PlayStation 4 s'est fait détrôner officiellement par le volume de vente. Elle n'est plus
la 3e console la plus vendue de tous les temps, c'est la Switch. Et oui, la stratégie de Nintendo de foutre des Switch à tort et à travers dans toutes les pièces de toutes les maisons fonctionne. Et en plus, on joue le jeu, donc qu'est-ce que vous voulez, ils continuent à le faire avec quand même un modèle de console, outre les itérations Lite et OLED qui sont un peu plus récentes mais qui changent pas forcément la donne. Date de maintenant quoi, 2017, c'est ça? Non, je dis pas de bêtises, 5-6 ans. Hein, enfin bon, bref. C'est ça, donc, 2017. Sachant que dans 2017, elle était déjà vieille, techniquement. C'est vrai qu'en plus, à l'intérieur, avec la puce Tegra, elle était déjà un petit peu datée quelque part par certains aspects, mais bon. Mais comme quoi, c'est fidèle à Nintendo, ils n'ont pas besoin des derniers composants qui boostent à fond pour séduire, preuve en est faite. Et alors, auprès des jeunes, c'est ouf, hein. Enfin, auprès des enfants et des publics plus jeunes, la Switch, ça reste le matériel parfait, parce qu'en plus, ça dépend pas, t'as quand même la console clé en main, qui te permet de jouer à Fortnite et consorts, et qui ne dépend pas de la télé de la famille. Donc, bon, très bon point. Un petit mot, évidemment, tu raconteras beaucoup moins de bêtises que moi, donc je te laisserai très très vite rebondir, mais on a l'Union européenne et les instances de régulation du Royaume-Uni qui se prononcent concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, et ils ont en gros envoyé ce qui les gêne, hein, et leurs recommandations, même si on n'a pas l'étendue et le contenu exact de ces messages. C'est une étape de plus dans ce feuilleton, Cassim. Oui, c'était attendu, et j'ai vu des gens dire des fois, des angles des fois sur le côté que l'Union européenne voudrait bloquer le rachat. C'est pas exactement ça. C'est un avertissement, et ça fait le terme est un peu fort, mais c'est plutôt voilà une liste des choses qui déplaisent sur le rachat. C'est pas un avertissement dans le sens le principal désigne un collégien en lui faisant un avertissement, sinon il va être envoyé. C'est plutôt une liste de messages, quoi. C'est ça, et donc en fait ça va servir de base officielle pour que Microsoft puisse négocier la validation du rachat. Donc on est plutôt en fait sur une étape qui mène à la validation que une étape qui mène au rejet. A priori, si Microsoft arrive à justement négocier autour des différents points, on les connaît pas, mais les différents points qui pose problème, on imagine. On a une idée. Oui, c'est toujours pareil, c'est la disponibilité de Call of Duty. A priori, l'Union européenne serait peut-être un peu plus, je dirais, au fait de la réalité du marché que la FTC aux États-Unis, et se concentrerait un petit peu plus sur l'hégémonie de Microsoft sur le cloud gaming, qui est beaucoup plus problématique que l'idée de Call of Duty qui sortirait ou pas sur PlayStation, qui est important mais pas si important que ça. Par contre, le fait que Microsoft s'accaparerait l'exclusivité des licences Activision Blizzard face à GeForce Now ou d'autres services de cloud gaming risque d'être un peu plus problématique, donc ça risque d'être un point de négociation. Ça, c'est pour l'Union européenne. Ils ont jusqu'en avril pour finir les négociations, parce qu'en avril, c'est la date butoir à laquelle l'Union européenne va donner sa décision finale, et s'ils n'ont pas négocié, là, pour le coup, ça ira vers le blocage. Et pour le Royaume-Uni, ça tombe bien, c'est aussi en avril pour la date butoir, mais ce qu'on attend désormais, c'est leur première conclusion, et elles sortiront cette semaine. Donc logiquement, si vous écoutez le podcast au moment où il est publié, ça devrait être tout chaud et arriver. Et c'est le moment le plus important dans l'histoire du rachat, puisque c'est vraiment le Royaume-Uni qui va faire ou défaire ce rachat. Si le Royaume-Uni, dans ses conclusions, valide le rachat, d'un coup, Microsoft fait un pas de géant dans la bonne direction, et on a des chances, on peut légitimement penser que le rachat va se faire jusqu'au bout. Si au contraire le Royaume-Uni bloque, là c'est foutu, ou quasi foutu. Et si le Royaume-Uni demande à négocier, les choses restent compliquées pour Microsoft. Il faut qu'ils arrivent à rapidement avoir la validation des deux instances pour pouvoir se rediriger après, se retourner vers leur procès aux États-Unis. Voilà. C'est hyper intéressant. Juste un petit point, Cassim, tu parles du principal levier de négociation quelque part, et problème que ça pourrait poser, c'est le cloud gaming, l'hégémonie de Microsoft dans le cloud gaming. Qu'est-ce qu'on peut leur reprocher en fait là-dessus? Parce que sauf erreur, ils progressent à la hauteur de ce qu'ils peuvent progresser en matière de ressources et d'innovation. Maintenant, si les autres n'arrivent pas à suivre, est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher ça? Tu vois, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais. Je vois pas trop ce qu'on peut leur demander de faire. On peut dire que ça peut être un problème à terme, mais alors là, pour le coup, il y a des meilleures bases. Justement, les bases sont un peu plus solides pour pouvoir se poser des questions.
Il y a notamment un argument qui est le fait qu'aujourd'hui, Activision Blizzard refuse catégoriquement, et ils le réexpliquent à chacune de leurs interventions face aux actionnaires, d'intégrer des formes d'abonnement ou des formes de services de cloud gaming. Donc aucun des jeux Activision Blizzard, que ce soit Call of Duty, World of Warcraft et consorts, n'intègre des services de cloud gaming. Ce qui veut dire que, vis-à-vis de ce catalogue, Microsoft et GeForce Now et ses concurrents, aujourd'hui, sont à équivalence. Il y a un statu quo, voilà, Activision est chez personne. Si demain, Microsoft rachète Activision Blizzard, on rompt ce statu quo, et d'un coup, ils ont un avantage concurrentiel par ce rachat, qui va peut-être être irrattrapable pour les autres concurrents par le poids ne serait-ce que le poids de la licence Call of Duty. Donc voilà, c'est une question on va dire de justice en termes d'accès au contenu ou d'équilibre en termes d'accès au contenu. Voilà, c'est un peu la question qui se pose, ce que je trouve beaucoup plus légitime que par exemple PlayStation qui se plaint de peut-être perdre Call of Duty alors qu'ils sont leaders du marché. Là, voilà. C'est-à-dire que c'est un peu le seul motif qu'ils ont pour vraiment se plaindre et être entendable aux oreilles de certains, en particulier des régulateurs. J'imagine qu'effectivement, les sujets autour du cloud gaming, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en avant de leur côté. Oui, alors après, pour aller dans ton sens, toute la problématique, c'est de prouver que le cloud gaming est un marché important ou qui mérite d'être défendu. Ce à quoi Microsoft, dans leur déclaration, qu'on leur posait question côté justice, a plutôt tendance à dire que le cloud gaming, ça reste une grosse inconnue et que peut-être dans 5 ans, ça va se casser la gueule. Donc, on peut pas complètement miser là-dessus. Et même si publiquement, ils aiment bien mettre en avant leurs services, voilà, face aux juges et face aux avocats, là ils changent un petit peu de discours sur leur confiance dans le cloud gaming, on va dire. C'est rigolo, parfois ça les oblige un peu, forcément, dans ces sujets-là, à avoir des doubles discours en disant regardez les innovations incroyables qu'on arrive à faire, et puis de l'autre côté, d'un autre côté, vous emballez pas, ça marchera peut-être jamais. C'est assez rigolo à suivre. Merci pour ces éclairages, et puis on va terminer avec un sujet simple, Kassim, un sujet qui ne laisse pas du tout de place à discussion. C'est celui de l'arrivée de Hogwarts Legacy, qui est un jeu dans le monde de Harry Potter. On en avait un petit peu parlé, et il y a c'est en gros l'événement est un petit peu plus chaud parce que on se rapproche évidemment de la sortie, et puis il y a eu la possibilité pour des testeurs de le prendre en main, des journalistes de le prendre en main. Pourquoi est-ce qu'on en reparle? C'est un jeu dans l'univers de Harry Potter, et le problème c'est que à la fois dans le développement, et je rebondis sur l'article de West France, qui je crois c'est toi qui l'avais d'ailleurs partagé aussi, Kassim, qui réexplique bien ces bases-là. Donc je reprends un petit peu les thèmes, mais il y a notamment un des responsables de développement sur la partie design, en tout cas, qui avait des prises de parole un peu sulfureuses, un peu problématiques, et qui avait été écarté, ou en tout cas qui avait démissionné. Et puis de l'autre côté, il y a l'auteur, donc J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, qui a déjà pris la parole vis-à-vis des personnes trans, et de manière assez évidemment vindicative. Le sujet il est le suivant, c'est dans quelle mesure est-ce que quand on aime Hogwarts Legacy, dans le sens est-ce que on le met en avant, dans le sens on y joue et on l'encense, dans quelle mesure est-ce qu'on fait la caution, et dans quelle mesure est-ce qu'on donne du crédit à ces positions qui sont évidemment problématiques. Moi, je suis un petit peu interpellé, pour tout dire, vu de ma petite fenêtre sur ce sujet, parce que, et c'est pour moi un petit peu le même discours que des personnes qui refuseraient d'acheter une voiture comme par exemple une Tesla, même si ça correspond complètement à leurs usages, parce que c'est Elon Musk derrière. J'aime pas trop l'idée à chaque fois qu'on puisse réduire, et c'est juste ma position, évidemment il y a plein de contre-arguments, mais réduire quelque chose qui est proposé, d'autant plus une œuvre culturelle comme un jeu vidéo, qu'on puisse le pénaliser d'une manière ou d'une autre, et pénaliser toutes les personnes qui ont pu bosser dessus sous le motif, néanmoins valable dans une certaine mesure, que il sert des personnes qui tiennent des positions qui sont problématiques et qu'on cautionne pas forcément. C'est un sujet, du coup, comme je le disais, qui est pas simple, parce que la discussion est presque sans fin sur le sujet, mais voilà, c'est évidemment très chaud à ce niveau-là. Moi, j'avoue que je comprends pas trop la position de dire, enfin, je la comprends, mais j'ai du mal à suivre la position qui vise à dire on fera pas de test de ce jeu parce que ça pose trop de problèmes, quoi. Mais bon. Sujet simple, pour conclure. Non, mais alors je vais répondre deux choses. Le premier point, c'est sur, on va dire, la réponse plus personnelle, et sur les points que tu soulèves sur le côté
on embarque un petit peu toute l'équipe de développement dans la position de J.K. Rowling, alors qu'elle a pas forcément eu son mot à dire sur le jeu. Ouais. Alors, déjà, je mets de côté le fait que le jeu lui-même a des problématiques à l'intérieur du jeu en Oui. termes de scénario et tout. Mais mettons ça de côté, faisons comme si c'était un jeu très très bien, très très bon et qu'il n'y avait pas des problèmes de scénario, genre le fait de devoir mater une rébellion d'esclaves, par exemple. Bon, voilà, mettons ça de côté. Sur la question de tout alpaguer ensemble, je suis un peu gêné. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais du coup, je suis quand même, ça me pose quand même problème parce que, enfin, ça fait quand même le jeu de justement J.K. Rowling, c'est-à-dire qu'elle est bien contente que quand tu vas acheter Hogwarts Legacy, tu dises oui, mais bon, c'est que un élément parmi tant d'autres et je finance quand même aussi l'équipe de développement. Certes, mais tu finances aussi J.K. Rowling, qui va aussi toucher de l'argent, donc elle est bien contente qu'on ne la dissocie pas de son œuvre, puisqu'elle touche plein de pognon à chaque fois qu'un truc de près ou de loin d'Harry Potter est vendu. Mais du coup, donc tu peux pas. Je comprends. On peut pas totalement l'écarter, c'est ça que tu veux dire. On peut dire oui, il y a tous les autres, mais il y a aussi quand même elle qui représente. C'est ça. Ce serait aller dans son intérêt que de pas essentialiser. Enfin, ce que tu reproches en fait finalement, c'est d'essentialiser l'œuvre à juste son autrice là pour Harry Potter ou Tesla pour Elon Musk. Tu l'as dit. Ou les œuvres de l'appel de Cthulhu par rapport à, enfin, dans le mythe de Cthulhu par rapport à Lovecraft, qui était un mec profondément raciste, par exemple. Tu vois, moi, je rapproche ça à ça. Aujourd'hui, les personnes qui disent non, je refuse de jouer à un jeu de l'appel. Tu me diras, il est mort. Il va pas beaucoup en profiter. Voilà, déjà. Mais du coup, très concrètement, quand tu achètes une Tesla, tu files de l'argent à Elon Musk. Tu peux pas t'en détacher, tu peux te trouver les raisons que tu veux. Au final, à la fin des fins, tu files de l'argent à Elon Musk. Tu files aussi de l'argent à d'autres personnes, tu files aussi, ça contribue aussi à d'autres points positifs, mais tu peux pas dire juste bon bah non, c'est faux ou voilà. Donc c'est une réalité et il faut pas l'oublier. Cela dit, donc je referme un peu ce débat-là pour reprendre un peu de hauteur sur le côté, sur la question de savoir s'il faut le tester, et de la position des rédactions. Alors déjà, ce que je répondrais, c'est par exemple, il y a la rédaction de Gamecult qui a annoncé qu'il ne testerait pas le jeu. Vu la tonalité des réponses qui leur ont été faites, je pense que je peux assez facilement me mettre dans le camp des gens qui soutiennent plutôt la décision de Gamecult. Vu la véhémence et c'est-à-dire qu'il y a ça aussi. T'as raison. Il y a les réseaux qui ont repris les réactions, enfin qui ont un peu été dans la dénonciation de Gamecult. Surtout moi après, du coup, j'aimerais rappeler moi ma position un peu sur tout ça. C'est que déjà d'une part les médias, leur boulot c'est d'informer et pour moi c'est d'informer complètement sur le jeu et notamment de rappeler parce que tout le monde n'est pas au courant et des affres de J.K. Rowling et du fait que c'est pas seulement quelques propos sur Twitter il y a des années, c'est aussi qu'elle finance activement la cause transphobe. Oui, c'est pas juste des maladresses de prise de parole sur Twitter, t'as raison de le rappeler aussi. C'est ça, c'est qu'elle est vraiment militante, quoi. C'est en effet vraiment, maintenant elle est vraiment vitrine de ces mouvements-là. Donc, enfin, c'est le rôle, pour moi, pour moi, faut séparer le public cible qui peut avoir le choix d'acheter ou ne pas acheter des médias qui doivent se poser la question de savoir s'ils doivent informer ou pas informer. Pour moi, évidemment, ils doivent informer sur J.K. Rowling et sur ce qui entoure le jeu. Il faut au moins le rappeler, par exemple, dans un test, il faut au moins avoir un petit paragraphe pour rappeler, bon, bah, il y a ça aussi, quand même. Cela étant dit, moi, ce que je demande aux gens, c'est pas de boycotter le jeu, c'est de au moins être conscient du problème et se poser la question et de voilà. Moi j'ai grandi avec Harry Potter, c'est une licence qui est très importante pour moi, donc je comprends parfaitement qu'on ait envie de jouer à ce qui est aujourd'hui peut-être la meilleure adaptation de Harry Potter dans un autre média et de l'univers d'Harry Potter, je veux dire, et de jouer justement ce fantasme d'être étudiant à Poudlard et compagnie. Je le comprends parfaitement. Et je veux pas, j'aime pas non plus le côté de la chasse aux gens qui ont acheté le jeu. Je trouve ça un peu stupide. Ou essayer d'aller culpabiliser les gens qui ont acheté le jeu. Moi, tout ce que je demande, c'est que les gens qui achètent le jeu le fassent en sachant les pour et les contre, en se posant les bonnes questions et qu'ils soient informés au moment de leur achat, quoi. C'est tout. Voilà. C'est plein de bonnes mesures de ta part, je pense, effectivement. Je me posais juste aussi la question en lisant l'article de Lou Lassina Foubert, évidemment, que je mentionne sur Ouest France, et qui évoque ce sujet, et tu le réévoques aussi. Il y a effectivement le scénario de fond du jeu qui, effectivement, mate une rébellion d'esclaves, et évidemment, il pourrait y avoir des choses qu'on pourrait y associer. Je n'arrive pas à savoir si c'est tout le contexte polémique
mécaniques qu'on vient de décrire qui amènent à pointer du doigt également ce paradoxe dans le fond du jeu et dans le fond du scénario. Finalement, il pourrait y avoir plein de jeux, j'en sais rien, tu vois, de Last of Us. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine image qu'on pourrait transposer de problèmes de société? Enfin, tu vois, on peut faire ça d'énormément de jeux finalement. Et je sais pas si c'est vraiment un reproche qu'on peut faire, tu vois. Bon, j'en sais rien. Sujet trop compliqué pour un sujet simple de conclusion d'émission, décidément. En tout cas, allez lire l'article, ça c'est sûr. Il est très bien fait cet article. Et faites-vous après une opinion informée sur le sujet. Et un dernier mot, je pense que peut-être ce qui me débecte le plus, c'est vraiment les vagues de harcèlement sur Twitter vis-à-vis des journalistes ou vis-à-vis des médias qui auraient décidé de choisir eux aussi. Enfin, faut rappeler quand même que chaque média a la liberté de choisir sa ligne édito et de traiter ou ne pas traiter ce qu'ils veulent. Et que là, Hogwarts Legacy étant un jeu éminemment important commercialement, un média qui décide de ne pas traiter le jeu ou de moins le traiter face à d'autres jeux se coupe d'un financement important, donc c'est pas un choix anodin. C'est vrai. Donc à bien mûrir. Et oui, beaucoup de réponses un peu stupides du genre vous n'allez pas tester Hogwarts Legacy, mais vous testez quand même les jeux Ubisoft qui sont faits avec du harcèlement. Il faut oublier qu'on parle d'un média par exemple qui avait refusé justement de couvrir un événement d'Ubisoft au moment où des enquêtes. Donc non, tout ça, enfin bien sûr que tout le monde peut pas être tout le temps cohérent 100%, on peut pas être tout le monde peut pas être parfait. Et le but c'est pas de faire des injonctions à la perfection, c'est essayer de se poser des questions, d'essayer d'être autocritique, d'essayer d'évoluer aussi. Et voilà, de peut-être faire évoluer son point de vue sur ces questions-là. Et puis il y a des médias par exemple qui ont fait le choix, des médias américains, de mettre en avant aussi des associations de soutien aux personnes transgenres que l'on peut aussi aller peut-être financer ou cofinancer en achetant le jeu, acheter le jeu d'un côté et puis financer de l'autre côté une association. Ça peut être aussi ce genre de solution. C'est intéressant. Bah écoute, parfait. Je vais aller creuser ces aspects-là aussi qui me semblent être des propositions plutôt créatives par rapport à ce problème profondément insoluble de base, mais bon. Merci beaucoup, merci infiniment Cassim d'avoir consacré un petit peu de temps dans Tech Café pour commenter un petit peu l'actu de la semaine en l'absence de Guillaume Poggiaspala. D'aucuns diront que c'était encore mieux que d'habitude. Alors là, je vous laisse la responsabilité de nous le faire savoir pour qu'on puisse le dire à Guillaume à son retour. En attendant, évidemment, je vous invite, comme je vous l'ai dit en intro, à aller jeter un petit coup d'œil sur le serveur Discord de Tech Café, de déposer même un petit commentaire sur techcafé.fr ou de laisser un avis dans les apps de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis en attendant, vous pouvez même nous retrouver en tant qu'individu, non pas comme uniquement voix dans un podcast, mais comme personne à part entière. Et c'est par exemple le cas pour toi, Cassim. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, @notecassim et notec2sim, ou on peut me retrouver sur frandroid.com, où en ce moment, il y a beaucoup d'actualités. Donc, je vous invite à venir nous découvrir. Si vous ne nous connaissez pas, si vous ne nous lisez pas, je vous invite à aller vous faire une idée en nous lisant sur frandroid.com ou en allant nous voir sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube, où on a, la meilleure chaîne tech. Non, mais très bien, cette chaîne YouTube. Une très bonne chaîne YouTube quand même. Je pense qu'on peut le dire. Pour le coup, voilà, un truc dont on peut être particulièrement fier, je pense en toute humilité. Je vous invite à aller voir. Un traitement de fond, comme vous le faites d'habitude sur le reste de vos publications, et avec une restitution visuelle qui est tout à fait comparable à ce qui se fait dans les meilleures prises de vue des youtubeurs. Donc effectivement, une très bonne chaîne YouTube, et on invite tous les auditeurs qui connaîtraient pas encore la chaîne YouTube de Frandroid à aller jeter un coup d'œil. Merci beaucoup, je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, vous me retrouvez aussi, si vous n'avez pas encore écouté le pilote de mon nouveau projet en podcast qui s'appelle Contrôle Parental, vous pouvez rester dans votre app de podcast et aller le rechercher, vous allez le trouver très facilement, vous allez voir qu'on est vraiment dans un tout autre registre que dans Tech Café, même si le prochain épisode sera dans des thématiques qui vous seront peut-être un peu plus familières si vous écoutez Tech Café depuis pas mal de temps, et puis bien évidemment, si vous en avez pas marre de m'entendre, vous pouvez me retrouver aussi dans Relife, où on vous parle d'amélioration et de développement du quotidien. C'est en compagnie de Matt et de Julien Desray. On sera ravis de vous y accueillir si vous n'écoutez pas encore. En attendant, portez-vous bien. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao.